Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans cette présentation, nous abordons le premier chapitre du cours de mécanique analytique dédié à l'introduction d'un ensemble de notions fondamentales de mécanique analytique. Mon exposé se déroulera selon le plan suivant. La mécanique classique couvre plusieurs domaines d'études, notamment la statique, la cinématique et la dynamique des systèmes matériels. Chacun de ces domaines peut être abordé selon différentes approches, parmi lesquelles on citera l'approche newtonienne étudiée en licence 2 et l'approche analytique qu'on abordera dans ce cours. On a vu dans le programme de mécanique rationnelle de L2 que les lois de Newton ont été formulées initialement pour une seule particule, donc pour un point matériel. Elles peuvent être étendues au système de particules, au corps rigide, ainsi qu'au système de corps rigide. Les équations du mouvement sont exprimées en termes de coordonnées physiques et de force, les deux quantités étant représentées par des vecteurs. C'est pour cette raison que la mécanique newtonienne est souvent appelée mécanique vectorielle. Le principal inconvénient de la mécanique newtonienne est qu'elle nécessite un processus d'isolement pour chaque corps matériel ou sous-ensemble matériel du système considéré en établissant les diagrammes de corps libres, ce qui nécessite l'inclusion des forces de réaction et de contraintes. Ces dernières résultent de contraintes cinématiques garantissant que les corps individuels agissent ensemble. Ces forces de réaction et de contraintes jouent le rôle d'inconnus, ce qui nous oblige à travailler avec un surplus d'équations du mouvement, en général une équation supplémentaire pour chaque force inconnue. Par ailleurs, dans le cadre de la mécanique analytique qu'on va voir dans ce cours, on considérera que le système étudié dans son ensemble plutôt que les composants individuels séparément. Un processus qui exclut automatiquement les forces de réaction et de contrainte. Cette approche permet de formuler les problèmes de dynamique en termes de fonctions scalaires énergétiques, notamment l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ou le travail des forces données. La mécanique analytique représente en fait une approche plus large et plus abstraite, car les équations du mouvement sont formulées en termes de coordonnées généralisées et de forces généralisées qui ne sont pas nécessairement des coordonnées et des forces physiques abordées en mécanique analytique. En mécanique newtonienne, bien que dans certains cas, elles puissent être choisies comme telles. De cette manière, la formulation mathématique est rendue indépendante de tout système spécial de coordonnées. Par ailleurs, le développement de la mécanique analytique a nécessité également l'introduction de concepts de déplacement virtuel qui, à son tour, a conduit au développement du principe de travaux virtuels, du calcul des variations. C'est pour cette raison la mécanique analytique est souvent appelée approche variationnelle de la mécanique. On passe maintenant au deuxième point du cours qui concerne les degrés de liberté et coordonnées généralisées. Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer les coordonnées physiques, celles qui permettent de déterminer la position d'un point matériel, des degrés de liberté qui sont caractérisés par plutôt des coordonnées généralisées. En effet, un système mécanique peut être sujet à des contraintes ou à des liaisons. Dans ce cas, les coordonnées physiques ne peuvent varier indépendamment les unes des autres. L'imposition de contraintes sur les positions des particules rend l'utilisation des coordonnées physiques beaucoup moins pratique.
Il est alors souhaitable de procéder à un changement de variable lors de l'écriture des équations de mouvement et à utiliser exclusivement les coordonnées généralisées qui sont indépendantes. Considérons un système matériel de n particules, illustré par la figure 1. Il s'agit d'un ensemble de n points matériels dans l'espace à 3 dimensions de masse mi. Le vecteur rayon RI désigne le vecteur position de MI regroupant ses coordonnées physiques XI, YI, ZI exprimées dans la base orthonormée directe OIJK. Si les particules sont soumises à un nombre K de contraintes, alors on a N qui est égal à 3 grand N moins K, où N indique le nombre de coordonnées indépendantes et donc le nombre de degrés de liberté du système matériel considéré. Par définition, les coordonnées généralisées est l'ensemble des coordonnées indépendantes qui permettent de décrire complètement et d'une façon unique la configuration du système. Cet ensemble permet de déterminer la position de tout point du système matériel considéré à tout instant et d'une manière univoque. Il est d'usage de désigner ces coordonnées généralisées par les variables Q1 jusqu'à Qn. Évidemment, le nombre de degrés de liberté ou de coordonnées généralisées dépend à la fois du nombre de coordonnées physiques grand N, ainsi que du nombre des contraintes grand K qui les relient. Le terme généralisé utilisé pour qualifier ces coordonnées indique que le paramètre en question peut être de rotation ou de translation, il peut être relatif ou absolu. La mécanique analytique se base essentiellement sur l'utilisation de ce type de coordonnées qui va donner naissance à des équations de mouvement de nature différente de celles qu'on a vues dans le cadre de la mécanique newtonienne. D'une façon générale, les 3 n coordonnées physiques du système définissent les vecteurs position RI pour i allant de 1 jusqu'à grand N, où n désigne le nombre de points matériels considérés. Ces coordonnées physiques dépendent de n coordonnées généralisées, où n est inférieur à 3n. En effet, toutes les coordonnées physiques peuvent être décrites en termes des n coordonnées généralisées Q1 jusqu'à Qn, et éventuellement du temps. La dépendance explicite en termes du temps n'est pas obligatoire et n'intervient que dans certaines situations seulement, comme on va le voir plus loin dans ce cours. Ainsi, les coordonnées physiques du système, notamment x1, y1, z1, ou x2, y2, z2, s'écrivent toutes en fonction de Q1, Qn et éventuellement du temps. Donc, ces coordonnées physiques, qui sont généralement mesurables, elles s'expriment en fonction de n coordonnées généralisées du système. Cette écriture peut être généralisée ou condensée sous la forme suivante. On écrira que le vecteur position RI, dont les composantes cartésiennes sont XI, YI, ZI, sont
dépendantes toutes, donc ces composantes, de Q1 jusqu'à Qn, donc de n coordonnées généralisées, pour i allant de 1 jusqu'à n. D'une façon générale, les coordonnées généralisées déterminent l'état du système d'une façon unique. L'espace défini par ces petites n variables contient toutes les configurations possibles du système respectant les contraintes. Cet espace est appelé espace de configuration. Par ailleurs, il faut noter que pour un corps rigide, la posture de chaque corps est définie dans l'espace physique par au moins 6 coordonnées. Par exemple, 3 coordonnées cartésiennes pour définir un point particulier du corps, par exemple le centre de gravité, et 3 angles pour définir son orientation, par exemple les 3 angles de l'air qu'on a vu dans le programme de L2 de mécanique rationnelle. Donc, pour un système de n corps rigides, on a besoin de 6 n coordonnées physiques pour localiser dans l'espace ce corps. Si ces coordonnées sont éventuellement liées par k relation de contrainte, on dira que le système dispose en réalité de petit n qui est égal à 6 grand N moins k degrés de liberté. Considérons un premier exemple pour illustrer les différentes notions qu'on a introduites jusqu'à présent. C'est le cas d'un pendule simple, illustré sur la figure 2A. Il est constitué d'une masselotte petit m, suspendue à l'origine O par une tige de masse négligeable et de longueur petit l. La masselotte se trouve au niveau du point grand M de coordonnées physiques x, y, z. Cette masse, elle est astreinte à bouger dans le plan x, y. Les axes du repère de référence sont les axes I, J. Donc, les coordonnées physiques x, y, z du point M peuvent être regroupées dans le vecteur position R. Du moment que le mouvement est plan, donc un seul degré de liberté effectif peut être utilisé à paramétrer le mouvement du pendule. Il s'agit du paramètre θ. Il définit la position angulaire de la tige par rapport à la verticale OJ. La masselotte ne peut décrire donc qu'un arc de centre O et de rayon L. Les coordonnées physiques donc du point M doivent vérifier à tout instant du mouvement les contraintes suivantes. Donc, on doit avoir à tout instant x au carré plus y au carré qui est égal à L au carré. Et également, on doit avoir z est égal à 0. Donc, ces deux contraintes doivent être vérifiées quel que soit l'instant t considéré. Alors, commençons d'abord par la contrainte z est égal à 0. Cette contrainte dénote le fait que le mouvement est astreint au plan XY, donc c'est un mouvement plan. La première contrainte indique que le mouvement a lieu sur un cercle de centre O, donc de coordonnées 0, 0, et de rayon petit l. Donc c'est l'équation d'un cercle qu'on voit ici. Ces deux contraintes peuvent être réécrites sous une forme vectorielle de la façon suivante. Donc le module de R doit être à tout instant est égal à L. Et du moment que le mouvement il est dans le plan XY, donc le vecteur position R qui indique la position du point M, donc au fait le vecteur R c'est OM. Donc, R scalaire K doit être égal à 0. Le vecteur K, donc c'est un vecteur unitaire qui est perpendiculaire au plan
de la figure, donc au plan IJ. Et donc, on sait très bien que le vecteur position est à tout instant inscrit dans le plan XY, donc il est perpendiculaire systématiquement au vecteur K. Donc, cette condition doit être vérifiée à tout instant. Donc, ce sont deux écritures différentes pour les mêmes contraintes imposées aux coordonnées physiques du point M. Donc, ce sont des coordonnées qui sont reliées à tout instant par les contraintes qu'on vient d'analyser. Et donc, le système n'a au fait qu'un seul degré de liberté. Donc, on a trois coordonnées physiques, X, Y, Z, reliées par deux contraintes géométriques. Donc, on a un seul degré de liberté qu'on a dit qui est décrit par l'angle θ qu'on peut déduire géométriquement par la relation arc-tangente X sur Y. Donc, cet exemple peut être généralisé au cas du pendule sphérique illustré sur la figure de B. La masse flotte dans ce cas-là aussi dans toutes les directions autour du point O. Donc, les coordonnées physiques x, y, z vérifient à tout instant la contrainte géométrique suivante. Donc, à tout instant, on a x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à l au carré. C'est l'équation de la sphère de centre O et de rayon L. Ce rayon dénote donc la longueur de la tige qui accroche la masse M au point O. Dans ce cas, il y a bien 2 degrés de liberté parce qu'on a trois coordonnées physiques x, y, z qui sont reliées par la contrainte suivante. Donc, trois coordonnées physiques, une seule contrainte, donc 3 moins 1 va nous donner 2 degrés de liberté libre qui sont caractérisés cette fois-ci par les angles sphériques θ et φ qui sont schématisés ici sur la figure. On va maintenant introduire deux notions fondamentales dans l'analyse cinématique des systèmes matériels, notamment les notions de contraintes holonomes et non holonomes. On dit qu'un système matériel constitué de n particules est soumis à une contrainte holonome s'il existe une relation algébrique grand C définissant une dépendance entre les vecteurs RI pour I allant de 1 jusqu'à n des coordonnées physique de ces particules. Cette contrainte géométrique est une équation de liaison qui caractérise l'état du système à tout instant t et on l'écrira sous la forme suivante. On écrira grand C dépendant de R1, R2, Rn et éventuellement du temps. Donc C doit être égal à 0 quel que soit le temps. On remarquera que dans la relation 3, seules les coordonnées physiques regroupées dans les vecteurs RI apparaissent et non pas leurs dérivés par rapport au temps. Si maintenant le système matériel constitué de n points est assujetti à un ensemble de cas contraintes de type 3, on va dire qu'on a affaire à un ensemble de contraintes holonomes. Elles doivent être vérifiées simultanément. On écrira alors que on a un ensemble CA qui dépend des vecteurs Fi et du temps qui doit être égal à 0. Pour A allant de 1 jusqu'à K, K, rappelons, c'est le nombre de contraintes imposées, et grand M désigne le nombre du point matériel constituant notre système. Il y a lieu de mentionner quelques remarques ici. Si les contraintes de type 3 dépendent explicitement du temps, dans ce cas-là, la dérivée partielle de grand C par rapport au temps est différente de 0. Donc, cette contrainte, elle est dite rayonnome. Cette contrainte apparaît par exemple dans le cas d'une particule qui est astreinte à rester sur une droite horizontale. Cette droite est contrainte de se déplacer verticalement à une vitesse constante. La particule est dans ce cas-là soumise à une contrainte holonome, rayonnome, dépendante du temps. Si maintenant l'équation
de contrainte 3 ne dépend pas du temps. Dans ce cas-là, la dérivée de C par rapport au temps, elle est nulle. Elle est dite scléronome. C'est le cas où on élimine le mouvement vertical de la droite dans l'exemple cité précédemment. Pour approfondir cette notion de contrainte holonome, analysons cet exemple de système matériel constitué de 3 points matériels qui sont disposés au sommet d'un triangle. Ce triangle, ses côtés sont définis par les longueurs L1, L2, L3 qui sont invariables. Donc les points matériels MI ont des coordonnées physiques XI, YI, ZI. Au total, donc, on a 9 coordonnées physiques qui définissent donc les coordonnées des sommets. Or, dans l'espace, un corps ne possède qu'au maximum 6 degrés de liberté pour définir sa posture. La posture, en mécanique, désigne la position et l'orientation de l'objet. Alors, dans notre cas, cela revient à définir des contraintes géométriques holonomes entre les 9 coordonnées qui définissent les positions des points MI. En effet, du moment que le triangle est rigide, donc les distances sont conservées, on peut écrire les 3 contraintes holonomes suivantes. Donc, si on regarde de près le côté de longueur L1, qui est entre le point M1 et M2, compte tenu des coordonnées de ces points-là, on peut écrire que x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré plus z1 moins z2 au carré, qui désigne la distance euclidienne, est égal à L1 au carré. De la même façon, on peut définir la relation entre L2 et les coordonnées de M1, M3, de même pour L3 et les coordonnées de M2 et M3. Donc au total, on a 9 coordonnées physiques qui sont reliées par 3 contraintes, donc 9 moins 3, donc on a effectivement 6 paramètres qui sont indépendants, qui correspondent aux 6 degrés de liberté dans notre objet dans l'espace. Il est à noter que une contrainte qui ne peut pas s'écrire sous la forme 3 est dite non holonome lorsqu'elle s'exprime par une relation entre les coordonnées physiques des particules, donc les RI, le temps éventuellement, et les dérivées par rapport au temps de coordonnées physiques qu'on voit ici, où on voit l'apparition du point sur les RI, donc qui dénote la dérivée par rapport au temps. Donc ce sont des contraintes non holonomes. Donc ce sont des relations qui relient à la fois les positions, les vitesses et éventuellement le temps. Donc, si l'équation de la forme 5 est une liaison qui s'intègre, donc on va avoir une relation holonome géométrique. Dans ce cas-là, la liaison d'origine peut être qualifiée de semi-holonome. Pour illustrer cette notion de contrainte non holonome, on va analyser le cas du disque qui roule sans glisser sur un plan incliné d'un angle alpha. Donc, si on considère ce disque-là de rayon R et du centre G, sa configuration, elle est définie dans le plan XY par les coordonnées du centre de gravité G, notamment XY, et l'orientation du disque, elle est paramétrée par l'angle θ. Donc, au total, on a 3 paramètres géométriques pour définir la posture du disque dans le plan. Les contraintes imposées au système sont d'abord la condition de contact qui indique que la position de G le long de Y, de l'axe Y, elle est toujours égale à R. Donc c'est une condition de contact. Par ailleurs, la condition de roulement sans glissement, comme on l'a vu dans le cours de mécanique rationnelle, peut se calculer par la condition V de I est égal à 0. Donc c'est une condition imposée au niveau du point de contact et qui mène à une condition ou une relation cinématique de la forme x point plus r θ point est égal à 0. Sous cette forme-là, on peut dire qu'on a affaire à une contrainte non holonome. Cependant, si on connaît les conditions initiales du mouvement, donc on peut intégrer cette relation. Donc on va avoir, par exemple, x plus r θ égale à une constante. Cette constante, elle va être déterminée par le biais des conditions initiales.
Dans ce cas-là, on va avoir une contrainte géométrique et donc on peut qualifier la liaison initiale comme étant semi-holonome. Donc au total, qu'est-ce qu'on a? On a 3 paramètres x, y, θ. Et puis, on a les deux contraintes. On a la condition de contact et la condition de roulement sans glissement intégral. Donc, on va avoir un seul degré de liberté effective du système.